Attention, vous écoutez un programme audioactif. Salut à toutes et à tous, on se retrouve pour la deuxième partie de l'épisode 110, donc de lancement de saison 2022, où on va évidemment parler des autres catégories et aussi des teams qu'on n'a pas évoqués dans la première partie d'épisode. Avec moi ce soir, Paul, comment ça va ? Ça va Cyril, ça va nickel. Ouais. Salut Pierre. Salut. Et Pierre, comment ça va ? Salut Cyril, ça va bien, merci. Tu vas pouvoir régler quelques comptes. Aussi. J'ai écouté en prime time votre enregistrement précédent et il y a des choses qui sont inadmissibles. C'est inadmissible. Inadmissible. Même alcoolisé, ça passe pas. Moi, j'étais pas du coup alcoolisé quand j'ai écouté le matin. Nous, on n'a pas bu beaucoup, hein, mais ça faisait plaisir de se retrouver quand même autour d'une petite bière pour parler de tout ça. Donc, je voudrais bien qu'on parle du calendrier, puisqu'on en a parlé rapidement, et je voulais avoir un petit peu votre avis sur les petites choses qui vont arriver cette saison. Donc, une saison à 21 courses. Qu'est-ce que vous en dites ? Déjà, je trouve que 21 courses, c'est beaucoup. Ouais. Surtout qu'il y a des grandes distances à parcourir et pas toujours bien placées quand on va faire Qatar, Malaisie, pour repartir en Argentine, États-Unis, pour arriver en Europe. Grosso modo, on fait un tour du monde juste pour commencer la saison. J'aurais peut-être que la Malaisie aurait dû être placée en même C'est temps l'Indonésie, que la tournée... qui... Oui, ouais. Pardon, l'Indonésie. Ouais. Que l'Indonésie aurait dû être placée en même temps que la tournée asiatique en fin de saison. Et on a vu qu'il y a des... Enfin, moi, j'ai vu que le présentateur depuis 4 ans de MotoGP.com jette l'éponge cette année, en partie parce qu'il veut se recentrer sur sa vie privée. David Dumain de Canal+ aussi jette l'éponge, et il critique qu'il y a trop de déplacements sur l'année. Voilà, je comprends que... Et puis, il y a aussi sans doute des techniciens, des cuisiniers, des gens qui sont dans les teams peuvent plus suivre ce gros rythme. Je pense c'est sans doute trop. Je dis pas qu'il faut concentrer nos courses en Europe, hein, c'est pas l'idée. C'est un championnat mondial, donc c'est normal qu'on ait des courses partout. Par contre, rationaliser, peut-être avoir moins de courses en Espagne, on l'a déjà dit. Peut-être faire Malaisie, Indonésie, Thaïlande. Pareil, c'est peut-être trop maintenant. À voir. En tout cas, j'ai vu que la Dorna souhaitait 22 courses, ça me paraît beaucoup. Kimi Ring, faut voir si c'est utile au calendrier, s'il y a vraiment des fans. Alors je sais que c'est un circuit en Finlande, c'est historique, hein. Le circuit là-bas, mais est-ce que le Kimi Ring c'est intéressant d'y aller ? Je ne sais pas. Et puis j'ai écouté du coup les remarques d'Olivier sur les considérations écologiques et sociétales de la construction de nouveaux circuits comme Mandalika ou même le Kimi Ring, hein, qui était au milieu de nulle part. Donc c'est-à-dire qu'on construit des choses dans des réserves naturelles ou des espaces naturels en tout cas. Et c'est pas très très sain. Alors il y a sans doute d'autres circuits dans le monde qui peuvent être simplement rénovés pour accueillir le MotoGP, et l'empreinte écologique est sans doute moins forte, et l'empreinte sociale également. Donc il y a tout ça à prendre en compte. Après, moi j'adore regarder le MotoGP, donc je vais pas non plus cracher dessus, mais faut faire attention aussi à pas dégoûter trop de gens. Voilà. Ouais, je trouve qu'effectivement, il y a un équilibre à trouver et il commence à basculer de l'autre côté. Notamment, les préoccupations écologiques, elles sont évidemment maintenant beaucoup plus importantes qu'elles ne l'étaient par le passé. Mais moi, ce qui m'embête plus pour l'Indonésie, ça j'en ai parlé dans l'épisode, c'est les considérations de sécurité pour les pilotes quand on construit un circuit et qu'au bout de même pas 15-20 jours d'exploitation, on commence à arracher le bitume, il y a des problèmes de sécurité, et ça, c'est pas possible. C'est quand tu es responsable d'une compétition sportive mondiale, tu peux pas te permettre d'avoir ce genre de choses, quoi. Paul, qu'est-ce que t'en dis ? Moi, la synthèse de exactement ce que vous avez dit, en fait, j'ai pris en compte le calendrier assez tard. Pour moi, il y a clairement, je pense, trop de courses. Parce que même pour le spectateur lambda qui va vouloir suivre, là, c'est
tu vois pas, toi. Il y a des moments, c'est 3 à 4 par mois. Ils vont, quand je regarde les calendriers, le pire, c'est au mois de septembre, ils passent d'Espagne au Japon, avec tout ce que ça implique en déplacement, en fatigue, etc. Faut vraiment pas se blesser cette année, parce que là, c'est des points, c'est terminé. Je pense qu'il y aurait peut-être eu moyen de faire pour certaines destinations, pourquoi pas une année sur deux. Une année, c'est, j'ai une bêtise, mais par exemple, une année, c'est la Thaïlande. Bon, ben, l'année d'après, on met l'Indonésie. Je sais qu'il y a des droits télé, il y a de l'argent, etc. Mais là, c'est pas étonnant que, comme vous l'avez souligné, que des commentateurs, peut-être des mécanos, etc., jettent l'éponge, parce que là, c'est même plus un rythme normal. Là. Ils vont passer leur vie dans les avions, les mecs. Hein. Ça, Ouais. et puis sous prétexte de faire passer des courses outre-mer ou vraiment de faire un championnat mondial, j'ai l'impression pour l'Indonésie que ça a été un peu précipité. Tu vois, comme tu dis, un bitume qui s'arrache au bout de moins d'un mois, c'est clairement que ça a été fini à la va-vite en fait. Donc il y avait peut-être rien d'urgent. Ouais, je te rejoins là-dessus. Shea Davis a posté un tweet très intéressant où il répondait à tous les journalistes qui découvraient cette situation du bitume sur certaines parties du circuit. Shea Davis disait qu'ils avaient déjà signé les problèmes quand ils ont roulé sur le circuit en mois de novembre en World Superbike. Ouais. Et du coup, quand 3 mois et demi, rien n'avait été fait. Voilà, il a fallu attendre que le MotoGP arrive avec toute la presse autour et le poids des pilotes du mondial MotoGP pour que ça bouge, quoi. C'est pour ça que j'avais précisé 15-20 jours d'exploitation, parce que le circuit, il est pas, enfin, il est neuf. Il a été exploité donc par les écuries et les teams du Superbike. Et effectivement, il a dû avoir des roulages, mais je pense pas qu'il soit ancien, quoi. Et enfin qu'il a été beaucoup exploité, et il est déjà complètement dégradé, et c'est catastrophique. Et je voulais effectivement revenir sur l'enchaînement que tu spécifiais, Paul, parce qu'effectivement ils sont à Aragon le 18 septembre, la semaine d'après ils sont au Japon, et la semaine d'après ils sont en Thaïlande, donc ça va faire 15 jours assez intense. Après, ils partent en Australie, donc après la Thaïlande, et ils enchaînent avec la Malaisie. Donc, effectivement, ça va être une fin de saison. Enfin, les dernières courses vont être intenses, quoi. C'est un calendrier très compliqué. Ou alors en finir aussi avec Valence en dernière date du calendrier, parce qu'au final, ça fait revenir tout le monde en Europe juste pour les courses. Ah ouais, mais si tu veux, le point d'ancrage Valence, il se comprend, parce que il faut bien récompenser les palmarès, c'est-à-dire faire une soirée pour officialiser les titres, et aussi préparer la saison suivante, donc le Grand Prix. Oui, c'est vrai. Moi, Valence, je le vois comme ça. Après, c'est organisé en Espagne, parce que c'est la Dorna qui tient les rênes du Bousin, donc eux, ils font ça chez eux. Donc ça me dérange pas plus que ça. Mais pour moi, l'intérêt de Valence, il est là. Il est clôturer la saison avec un gala, et reprendre avec des essais, avec tout ce que ça implique. Il faut que toutes les catégories soient là, parce qu'il y a beaucoup de changements, notamment des pilotes Moto 2 qui montent en GP et qui doivent piloter dès le mardi les motos. Après, ça se fait pas toujours, parce que je crois que cette année ils l'ont fait à Rérez, le test, non? Oui, il fait plus chaud à Rérez, c'est un peu plus bas. Mais bon, il faut rester dans une configuration où tu as déjà les médias européens, parce que c'est principalement les médias européens qui relaient les infos sur le sport moto. Donc il faut être en Europe, et il faut faire le gala pour faire tout le monde en smoking, etc. Et puis il faut être capable de remonter sur les motos assez vite. Donc ça implique ça. Après, la charge du calendrier, faudrait voir, tu vois, typiquement un Alex Briggs, comment lui il l'a vécu sur toute sa carrière, quoi, parce que ça a été à mon avis compliqué pour plein de raisons, pour des gens comme lui, quoi. On passe à la suite. On va passer au Moto 2. Alors, avec beaucoup de rookies, évidemment, puisqu'il y a beaucoup de pilotes qui montent du Moto 3. Alcoba, Acosta, Rodrigo. Bon, Fenati, je l'ai noté, mais c'est pas tout à fait un rookie, puisqu'il avait déjà couru dans la catégorie. Antonelli, Salach, Kemin Kubo.
Manuel Gonzalez, Sean Dylan Kelly, Zakone, Zonta van den Gornberg. Alors, quels sont les pilotes que vous attendez, Paul, pour commencer? Forcément Acosta. Il monte du Moto 3, j'ai vu qu'apparemment il avait performé aux essais, donc voilà, qu'est-ce qui va faire l'extraterrestre s'il nous fait un départ comme l'an dernier, s'il nous fait en Moto 2 ce qu'il a fait comme l'an dernier en Moto 3, ça va être beau. J'avais noté Ayogura aussi, qui a fait une super saison de rookie. Bon, on l'avait un peu moins vu, dû à la saison de Fernandez, mais il a fait une super saison de rookie. Du coup, est-ce que là maintenant il va pouvoir se battre pour le titre, surtout que normalement il change pas de team. Après voilà, j'attends de voir si Canet va être un peu plus régulier pour qu'on le voit un peu plus devant. Et j'avais noté, parce que j'aime bien ce pilote, j'avais noté Joe Roberts. Il a fait une saison moyenne l'an dernier, il a fini 13e avec 59 points, alors qu'il avait dit vouloir rester en Moto 2 pour jouer le titre et monter ensuite en MotoGP quand il avait refusé le guidon Aprilia. Donc voilà, j'attends de voir s'il va se montrer au niveau qu'il espère être le sien. Ouais. Tu crois? Honnêtement, tu souhaites pour lui? Non, je le souhaite pour lui, mais honnêtement, j'y crois pas. Ouais. Je souhaite, parce que c'est un pilote qui est sympa à voir rouler. Ils ont des styles, ces pilotes-là, les Américains, les Australiens, je trouve qu'ils amènent quelque chose devant qui change par rapport aux pilotes latins. Mais non, j'y crois pas, honnêtement. Ah, c'est con, il aurait dû monter chez Aprilia, alors. On verra, il va peut-être nous faire mentir, mais voilà, c'est la petite attente, la petite surprise. Voilà, j'aimerais bien le voir devant. Pierre, cette catégorie Moto 2, alors, qu'est-ce que t'en attends? À part des bonnes siestes. Ouais, non, la réglementation change pas, donc ça devrait pas s'améliorer là-dessus. Écoute, ça tombe bien qu'on enregistre l'épisode après les essais de Portimao. On a déjà un petit peu de vision de ce que font les rookies, en tout cas. Et clairement, Acosta, voilà, sauf accident ou blessure, il sera champion cette année. C'est impossible. Tu mets 10 balles ou tu mets un SMIC? Je mets un SMIC, là. Ah ouais? Mais tu te rends pas compte comment il a atomisé les autres. Ouais. Le mec, il est rookie, il bat le record de la piste. Pour la catégorie, toute année confondue, hein. C'est pas que sur les essais. La classe. C'est la classe. Pedro Acosta, quoi. Ouais, non, je pense que là, on a affaire à un vrai phénomène, on s'en doutait un peu, mais des fois, l'adaptation entre deux catégories peut être longue, et c'est pas son cas. Donc, Pedro Acosta, gros client, avec Augusto Fernandez, qui est son coéquipier cette année chez Ayo. On sait que la moto est très bonne. Augusto Fernandez, ça fait quelques années qu'il est là, il s'est déjà montré l'année dernière chez Marc PDS. Je pense que cette année, ça va être encore un cran au-dessus. J'entendais Paul parler de Canet. Je pense aussi, au vu des essais, que Canet sera là cette année. La ponce, la HP40, là, a l'air de fonctionner. Donc, il devrait être au rendez-vous. Ayogura également, je pense que ça sera une bonne saison pour lui. Après, pour le reste, si je regarde les temps et mes aspirations, moi j'aimerais bien voir Bobier plus devant, mais je pense que ça va être compliqué. J'ai l'impression qu'American Racing, ils ont pas un gros packaging côté Calex. Je pense que ça va être aussi compliqué du coup pour le rookie Kelly. À voir ce que ça va donner. Moi, je vais aussi observer Manuel Gonzalez, qui est sur une VR46, parce qu'il avait vraiment performé en 600 l'année dernière par rapport à ce qu'il avait montré. C'est une passerelle intéressante à voir, hein, quand même. Hein. Ouais. Et puis, pour ceux que j'attends pas trop, notamment dans les rookies, je trouve que le step c'est Salac et Alcoba, je vois pas trop ce qu'ils font là. Ils végétaient depuis quelques temps. C'est des espoirs déçus, surtout Alcoba du Moto 3, pour moi. Bon, pas trop leur place là. Et Joe Roberts, je pense qu'il a raté sa chance. L'outil, par exemple, quand il a eu l'occasion de monter en MotoGP, il y est allé, il s'est planté. Et je pense que Joe Roberts aurait dû tenter quelque chose. Là, c'est trop tard. Je le vois progressivement rejoindre les fonds de classement année après année. Mais bon,
Et personne me parle de Sam Loves. Mais il est blessé, Sam Loves aussi. Ouais, il s'est blessé dès les essais, ouais. Oh, c'était pour lui mettre une pique gratos. Tu vois, t'as pas Rins, il fallait que tu trouves ton punching ball. Sam Love, dans les bons jours, il sera là. Dans les mauvais jours, il sera nulle part ou dans le bac à gravier. Donc, non, mais ça va manquer de régularité, c'est le problème. C'est le problème. C'est ça. Il a moins chuté l'année dernière, mais il était quand même beaucoup moins rapide que ceux de devant. Je crois qu'il en a gagné quelques-unes quand même, mais. Ouais, il en a gagné en début de saison. Il a fait un très bon début de saison, et puis après, il a eu 2-3 chutes et 2-3 comportements en course un petit peu optimistes, on va dire. Donc, il a un petit peu baissé le curseur, et donc forcément, en baissant le curseur, il a été largement dépassé par les Ayo, et du coup, on l'a beaucoup moins vu en fin de saison. Bon, il était là, mais il était dans les 5-6, quoi. Donc, effectivement, pas en mesure d'inquiéter qui que ce soit pour le titre. Et cette année, il sera là. Je pense que ça va être la même, quoi. À force de prendre des bourres, je pense que tu apprends des choses aussi sur ta manière de réagir. Et ouais, je pense que il va prendre un petit peu moins de risques. Pour compléter, Acosta, ça fait peur, hein. Quelque part, ça fait du bien de voir arriver un pilote aussi talentueux, même si forcément il fallait qu'il soit espagnol. C'est ça qui est un peu dommage. Moi, je serais un pilote de MotoGP qui ait plus de 30 ans. Oui, j'aurais peur. Donc, je pense aux frères Espargaro, je pense à Zarco. Miller, il doit être à la limite aussi. Parce que ça pousse fort. Même s'il n'est pas champion cette année, il aura une proposition de la part d'un team MotoGP, j'en suis quasiment sûr. Après, ce qu'il va accepter ou pas, c'est le qui verra. Mais, parce que par exemple, chez KTM, ils viennent de signer. Brad Binder est signé jusqu'en 2024. Je serais Oliveira, je me poserais des questions. Je serais Paul Espargaro chez Honda, officiel, HRC. Je me poserais des questions. Moi, je vais te poser une question. T'es à Costa, t'as éclaté tout le monde en Moto 3. T'arrives en Moto 2, je pense que la saison, elle va se passer comme ça. Il va rouler 6 mois, il va mettre tout le monde d'accord et il va passer son été à négocier son contrat pour l'année prochaine. Si t'es à Costa, est-ce que tu irais chez KTM ? Non. Faut voir ce que donne la KTM cette année, mais sinon, non. Bah ouais, voilà. Après, faut pas oublier qu'Acosta a fait toute sa carrière chez KTM. Bah ouais, mais si t'enquilles les titres, faire Moto 3, Moto 2 en 2 ans, faudrait demander à Thomas, le roi des stats, si ça s'est déjà fait. Hein. Parce que je pense pas que ce soit déjà fait, justement. Oui, ça se faisait moins avant en plus. Donc, ouais. Il y en a qui ont fait Moto 3, MotoGP directement. Mais Moto 3, Moto 2, MotoGP, 3 années de suite, non, je crois pas. C'est très très rare. Et si t'es comment dire une pépite comme ça, faut aussi réfléchir à ce que tu veux faire sur le long terme, parce que on parlera un petit peu après du MotoGP, mais à Costa, là effectivement la trajectoire ça l'amène en MotoGP très rapidement. Si c'est pour s'asseoir sur une KTM, pour moi c'est le risque de passer au moins 2-3 ans, pas nécessairement en difficulté, mais pas à jouer le titre. Alors, il va peut-être pas jouer le titre dès sa première année, parce que bon, c'est pas donné à tout le monde de faire pareil que Marquez, mais je pense qu'il va falloir réfléchir à un moment donné, quoi, à où aller. Oui. Surtout que KTM, ils pourront pas. Bon, ils avaient perdu Martin, du coup, ils ont forcé la main à Raúl Fernandez pour signer chez eux, qui avait eu des propositions chez Yamaha. Je suis pas sûr qu'Acosta ait autant de points de. Je pense qu'il est encore plus libre de ce qu'il veut faire que Raúl Fernandez, parce que Raúl Fernandez avait son frère à placer aussi. Ça a dû jouer dans la balance. Je pense qu'Acosta, clairement, il est maître de son destin. Moi, je vois Livio Suppo arriver chez Suzuki aujourd'hui. Oui, on sait quel talent il est. Hein. C'est lui qui a amené Stoner chez Ducati, qui a remporté le titre. C'est lui qui a recruté Marquez et qui a remporté je ne sais combien de titres chez Honda. Donc voilà, rien qu'avoir le nom Livio Suppo chez Suzuki, quand c'est Livio Suppo qui t'appelle, qui dit « je te veux dans mon team », en sachant que la moto est bonne, ça peut faire réfléchir. Honda, c'est Honda. Le HRC, c'est le meilleur team du monde, hein, quoi qu'on en pense. S'ils appellent, tu réfléchis à leur proposition. Ducati, ils ont quand même un line-up
assez complet. Et bon, pourquoi pas. Mais ils auraient peut-être qu'une proposition d'un team satellite, malheureusement. Il reste une place chez KTM et c'est pourrave, hein. Comme tu dis, c'est comme s'il a pris la tapelle, hein. C'est un peu juste en niveau. C'est pas pourrave, je vais corriger. C'est un peu juste par rapport aux 3 teams qu'on vient de citer. Ouais. Et bah, il y a Yamaha aussi qui peut se positionner bien sûr sur lui, hein, tout à fait, hein, suivant les performances de Morbidelli. Hein, Morbidelli, il est signé. Hein. Oui, mais éventuellement, tu vois, si Darren Binder est vraiment nul, ou Dovi s'ils veulent pas le renouveler, Morbidelli, tu recaches chez RNF et t'as une place en team officiel. Ouais, c'est vrai. Ah, t'as vite fait de jouer au taquin, toi. Hein. Bah, Morbidelli, il est sous contrat Yamaha et aujourd'hui Dovi aussi, donc c'est tout à fait possible de placer les pilotes comme ça. Hein. Ça se fait beaucoup en Formule 1, un peu moins en MotoGP, même si on l'a vu avec Alex Marquez récemment. Ça se fait quoi. Ouais. Je sais pas ce que Paul en pense, du coup, on a beaucoup parlé tous les deux. Ouais. Non, mais je t'écoute et je suis entièrement d'accord. En plus, on se souvient de ce que veut dire un contrat, en fait. Et j'ai l'impression que maintenant, les mecs, ils signent, mais si ça va pas, il y a une possibilité de casser rapidement. Bon, Zarco, Vignales, ils sont partis d'eux-mêmes. Mais voilà, je pense qu'ils font un peu ce qu'ils veulent. Et pour la partie Acosta, quand tu disais chez KTM, c'est toi, Cyril, qui l'a évoqué, je crois, le cas de Raoul Fernandez. Justement, avec ce cas-là où Raoul, visiblement, on l'a un peu... Alors il dit qu'on lui a un peu forcé la main, que c'est peut-être pas ce qu'il aurait choisi, etc. Acosta ayant ça en tête, quand même, ayant ce précédent en tête, je pense justement qu'il va être beaucoup plus libre avec son manager de choisir où il va aller. Et clairement, oui, s'il est devant en Moto 2, tu vois, on l'a dit juste avant avec Joe Roberts, alors c'est pas du tout le même pilote évidemment, ni le même talent, mais moi je pense que quand la proposition elle tombe, bah faut peut-être pas refuser quoi. Autant monter, aller avec les gros bras tout de suite. Tu montes, tu y vas. C'est en étant avec eux en fait que tu vas apprendre. C'est pas en regardant dans une autre catégorie de toute façon. Donc tant mieux pour lui s'il y arrive. Après, voilà, il lui faut quand même un team à la hauteur de ce qu'il peut montrer. C'est sûr que si c'est pour gâcher son talent en étant à chaque fois en fond de grille parce que la moto te permet pas de t'exprimer, c'est pas le but non plus. Donc voilà, moi je suis impatient de voir aussi comment vont se dérouler en fait les négociations. Si négociations il y a. Bon, un bon moyen d'enchaîner sur le MotoGP. J'avais un dernier point sur le Moto 2. Je trouve dommage. Donc on a Pedro Acosta, si je me trompe pas, il avait le numéro 37 l'année dernière en Moto 3. Ouais. Puis il monte chez Ayo cette année. Et c'est Augusto Fernandez, son coéquipier, qui a le numéro 37, et du coup Pedro Acosta est obligé de prendre le numéro 51. Ah oui, j'aime bien le 51. Du coup, ouais, mais du coup on a vu Acosta sous les couleurs Red Bull Ayo sur le numéro 37 tout déchiré, et on va le revoir sous les couleurs Red Bull Ayo avec un 37 en même couleur, mais c'est pas lui. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr. Hein. Ça va être grosse embrouille. Je trouve ça dommage de la part de Augusto Fernandez de pas avoir lâché le numéro 37. Mais bon, on n'est pas en football, apparemment, ça se fait peut-être pas. Je pense que... Alors, je sais pas, oui, je pense, hein, je suis sûr de rien, mais je crois que de toute façon, c'est toujours celui qui monte, c'est toujours celui qui avait déjà le numéro qui est prioritaire. Oui, bien sûr. Donc... non, mais voilà, c'était juste pour dire que le début de saison, on risque de dire « Ah, Costa, il est tombé ». En fait, que non, c'est Fernandez. Alors que non, c'est Rins. Voilà. Non, c'est gratuit. On passe au MotoGP cette fois-ci. MotoGP, donc on va parler des 3 écuries européennes et on va commencer évidemment par la plus performante l'année dernière et celle qui va engager le plus de pilotes cette année. On va parler de Ducati. Pierre, on va commencer avec toi. Tiens. On parle de la marque en général? Ouais, tu fais un petit bout sur la marque pour commencer. Ouais. Ok. Ça m'a fait beaucoup rire de vous entendre parler hier parce que vous parliez d'armée rouge, d'armada rouge, etc. Ça faisait très communiste. Non, mais j'ai failli couper l'armée rouge parce qu'en ce moment, c'est pas très... Ouais, en plus, c'est sensible. C'est plutôt sensible, ouais. Mais oui, bon, bref. En tout cas, oui, c'est sûr qu'ils représentent un tiers du plateau. Je vais pas revenir dessus. Ils ont surtout beaucoup de talent. Je pense qu'il y a au moins 5... de toute façon, il y a 5 pilotes bourrés de talent et 2 rookies qui n'en manquent pas et un troisième qui a quand même marqué les essais, d'ailleurs. Marini, finalement...
il était cette moto 2022 lui convient peut-être mieux. Donc de grosses attentes, hein, Ducati est toujours à la recherche de son second titre pilote. Ça commence à faire long. On n'est pas passé loin. Enfin, ils sont pas passés loin l'année dernière. Moi, j'ai pas participé, donc je m'inclus pas dedans. J'ai pas le droit. Et ils seront attendus comme une équipe, en tout cas en lice, c'est sûr, pour les championnats constructeurs et les championnats équipes, pour les Team Factory et Team Satellite, mais aussi pour le championnat pilote, avec notamment Pecco Bagnaia, hein, qui doit confirmer son excellente saison avec toutes ces victoires qu'il a engrangées. Paul, qu'est-ce qu'on dit ? Exactement pareil. Pour moi, Ducati, honnêtement, ils me font un peu peur. J'espère juste qu'ils vont pas atomiser la concurrence, en fait. Parce que la moto marche fort. Pour la concurrence, j'entends surtout Quarta, parce que bon, c'est toujours pas. Visiblement, la YAM a oublié de mettre encore des chevaux. Donc du coup, voilà, la moto est au top. Tu vas pas t'y mettre aussi. Hein. La moto est au top et Bagnaia, il a fini fort. Il a quand même perdu le titre, mais il a fini fort. Et là, nouvelle saison, une machine qui marche. Voilà, s'il commence comme il a fini l'an dernier, ça va être dur. Je pense que voilà, c'est à voir ce qu'ils vont donner, mais c'est sûr. De toute façon, c'est l'écurie qui marche en ce moment, c'est la moto qui marche. Voilà. Voilà, moi ils me font peur pour cette année. Je pense qu'il y a de fortes chances qu'ils aient justement le second titre pilote, enfin leur second titre pilote cette année. Ouais, ça rejoint la remarque de Stéphane sur ce point, hein. C'est-à-dire que lui il voit clairement Ducati et Pecco jouer une carte importante cette saison, et notamment liée à l'avance technique qui a réussi à prendre Ducati sur certains systèmes. Donc ouais, ça... Parler de statut de favori, c'est toujours compliqué, mais on sent quand même que il va y avoir beaucoup d'attentes côté Ducati. Ouais. Et par contre, j'avais pas bien vu ta remarque dans le conducteur, Pierre. Quand tu mets 2-3 Ducati dans le top 6 de chaque course cette année, au départ, j'étais parti sur 2-3 au final du classement général, ce qui est déjà le cas cette année. Donc c'est pour ça que je me suis dit, j'ai pas compris la remarque. Et en fait, ouais, 2-3 sur chaque course. Je pense même que dans certaines configurations, sur des faits de course, enfin s'il n'y a pas de fait de course majeur, ça peut être plus saignant, quoi. Ouais, il y a peut-être des circuits qui correspondent mieux, ou avec effectivement des faits de course, des qualifs un peu spéciales. Je pense on pourrait éventuellement voir un podium entièrement rouge ou 4 motos dans les 6 premiers. Ouais, je pense que c'est envisageable, hein, quand tu regardes encore une fois les 2 officiels, les 2 Pramac et Bastianini. Ouais, Bastianini, de toute façon, on va y venir un petit peu plus tard. Ouais, c'est costaud. Donc, tout cela, ils peuvent jouer la gagne à chaque course, quoi, selon moi. Après, bon, là, on parle de Ducati, donc on va rester dessus. Mais pour moi, j'étais plus confiant à la fin de saison dernière qu'en début de saison. Là, par rapport aux performances des machines, je dis pas que la machine n'est pas bonne, au contraire, mais je trouve quand même qu'Honda a fait un gros step. Et Aprilia aussi, donc ce sera peut-être moins facile. Et puis la Yamaha, même si elle n'a pas beaucoup évolué, ça reste une bonne moto. On passe au pilote ? Ouais, donc on va commencer par Pecco Bagnaia, donc qui a déjà fait 4 saisons et il était 2e en 2021. Pierre, qu'est-ce que tu veux en dire du jeune italien ? Candidat à la victoire finale, hein, comme d'autres, mais clairement, de toute façon, c'est son seul objectif cette année, que ce soit de l'attente du public ou de la marque. C'est ça. Ducati a tout fait pour le mettre dans les bonnes conditions en le re-signant tout de suite là pour 2 saisons. Donc là-dessus, il n'a pas à s'inquiéter de son contrat. Il se focus uniquement sur la gagne. Beaucoup d'attentes, comme je disais, sur lui, mais pour moi, il sait gérer cette pression, que ce soit la pression du concurrent en course. On l'a vu battre Marquez en piste l'année dernière. Ou Quartararo, même s'il n'y a pas eu vraiment de mano à mano. Et a priori, aussi la pression des médias ou du public, c'est la gérer. Donc
Donc, il a tout pour lui, à voir si la moto est à son goût cette année. Paul, qu'est-ce que t'en dis ? Moi, je pense que si la machine lui convient, c'est le champion 2022. Je pense. Hein. J'en parlais un peu plus bas dans le jeu que Pierre avait proposé sur les pronostics. Pour moi, je le vois champion à la fin de l'année. Voilà, il a eu sa saison de bagarre pour le titre, ça se joue à très peu. Voilà, ça y est, il a son expérience, il est là, il est dans la meilleure équipe, je pense, du plateau au jour d'aujourd'hui. Or Honda ils ont évolué, mais sur les dernières saisons, en tout cas, il y avait un pilote qui l'amenait devant, donc c'est pour ça que je les écarte volontairement. Voilà. Il a en plus un coéquipier qui joue pour lui. C'est-à-dire que Miller, en tant que coéquipier, pour aller embêter les autres et grappiller des points, c'est le premier. Et on voit en plus que quand il est pas bien, on l'a vu l'an dernier, il laisse passer parce que lui est mieux, il le laisse passer pour qu'il puisse aller gratter la victoire. Et par contre derrière, il se bat aussi comme un beau diable. On n'est pas sur de la Formule 1 où évidemment il freine volontairement pour que l'autre puisse passer, mais on a compris l'idée, quoi. Donc non, je pense que pour cette saison, je pense que ça va être lui le champion. Ouais. C'était un peu l'avis de Stéphane aussi. C'est-à-dire que il voit Pecco vraiment au-dessus du lot. Ouais, pour donner mon petit grain de sel, je pense que Bagnaia, si Marquez est à 100% et que la Honda fonctionne bien, si ça peut nous amener quand même beaucoup de belles courses. Parce que je pense que Quartararo sera aussi au niveau pour jouer la gagne. Donc je pense que les trois, ils vont nous offrir un beau spectacle. J'espère. On va passer à Miller, donc qui a été 4e l'année dernière et qui est à sa 8e saison déjà en MotoGP. Paul, qu'est-ce que t'en dis de notre Australien bondissant ? Ça va être un homme comme tous les ans, en fait, s'il a pas chopé la régularité, ça va être un homme de quelques courses, très bon coéquipier. Malheureusement pour lui, le roadster Ducati est très très fourni, et je pense que là, s'il fait la même saison que l'an dernier, je pense que c'est sa dernière saison dans l'écurie officielle. Donc après à voir, mais voilà, moi ça va être surtout l'interrogation de cette année. Est-ce qu'il va réussir enfin à performer ? Sinon, je pense que là, il va rétrograder gentiment et puis laisser la place à quelqu'un d'autre sur la moto rouge. Et puis voilà, c'est dommage parce que c'est un pilote que j'aime bien, mais là, voilà, comme tu dis, ça fait 8 ans qu'il est là. Maintenant, faut se bagarrer pour le titre sur toute la saison, quoi. Ouais, vous m'avez amené à réfléchir, mais il y a un peu de tout ça. C'est Jack Miller, honnêtement, il fait 2 victoires l'année dernière. Il finit 4e. Alors, toute autre saison, ça aurait été un des meilleurs pilotes Ducati depuis qu'ils sont en championnat du monde. Donc, c'était une très bonne performance. Seulement, il y a quelqu'un qui a plus performé. Et cette année, lui, sa place est en jeu parce qu'il est en fin de contrat cette saison. Donc, soit il arrive à faire mieux que Pecco ou jeu égal. Et bon, dans ce cas-là, on se reposera la question, est-ce qu'il ne faut pas le prolonger ? Ou tout autre résultat, même s'il joue et le fera le jeu de son coéquipier, risque de le faire perdre sa place au profil d'un Martin ou d'un Bastianini, par exemple, qui sont plus jeunes, plus peut-être de potentiel ou de marge de progression. Encore une fois, ça ne veut pas dire que Jack Miller est mauvais. Il est très bon, mais le contexte fait que son coéquipier est meilleur et que derrière, ça pousse pour avoir la place. Donc, c'est un jeu très, très délicat. Tu vois, c'est un line-up qu'on voit comme Mir et Alex Rins, tu vois, c'est vraiment un très bon niveau, 2 pilotes très rapides, mais seulement s'il faut se séparer d'un des deux, il faudra faire un choix, quoi. Du coup, c'est pas de chance pour lui. Moi, je l'aime bien. J'espère en tout cas qu'il va rester dans le giron Ducati, si jamais il reste pas dans l'équipe officielle. Et pour cette saison, pour en revenir en 2022, je pense qu'il va rejouer au minimum dans le top 5 au championnat. Top 5 final ? Ouais, Steph disait trop irrégulier pour être titré. Moi, ça rejoint un petit peu ce que j'avais dit dans l'épisode précédent, c'est que Miller, il a vraiment besoin d'un reset pour justement se placer du bon côté de la passoire. Parce que clairement, il est sous pression et il va falloir
parce que performant il l'est, mais il manque de régularité, et je pense qu'il est à un âge où il est vraiment à la bascule, c'est-à-dire c'est soit cette saison, ça, comme tu disais, hein, Pierre, c'est soit cette saison ça passe ou ça casse, c'est-à-dire s'il réussit vraiment à rester au contact de son coéquipier au niveau des points, ça peut payer. Je pense que l'aventure pourra se poursuivre en officiel, mais ça va jouer à tellement peu de choses. Ça va jouer à possiblement une chute un petit peu bête parce que au T1 il va y avoir un petit accrochage. Ça va jouer sur des détails tellement que et Miller, c'est quelqu'un qui a jamais eu énormément de chance, qui est un coéquipier exemplaire, mais la pièce elle tombera pas de son côté malheureusement. Alors je le souhaite pas parce que c'est un pilote que j'aime bien, mais et puis tout ça dans un mouchoir de poche. C'est exactement sur le premier ça. tiers de la saison. Ouais. C'est-à-dire que s'il a un peu de malchance ou si l'écart est trop grand entre lui et Pecco au début de saison, alors que Bastianini ou Martin tirent un peu leur épingle du jeu en même temps, voilà, le choix va être vite fait parce que Ducati faut qu'il se positionne sur les deux autres pilotes également, savoir s'il les prolonge ou pas et où. Ça va se jouer d'ici Mugello. On aura les annonces au Mugello, je pense. Hein. Je sais pas. Non, à mon avis, ça va être beaucoup plus tard cette saison. Parce que en fait, il y a déjà Marquez est sous contrat. Ils ont prolongé Bagnaia. Ils ont tellement de pilotes que, à mon avis, ils vont certainement verrouiller ceux qui veulent verrouiller tôt, sans nécessairement choisir les line-up dans les teams. Moi, je le vois comme ça. Ouais, mais je suis pas sûr qu'un Martin il accepte qu'on le prolonge. Mais je suis persuadé qu'un Martin, il est assez intelligent pour voir comment ça se passe chez Pramac et savoir que Pramac, c'est, même si c'est pas marqué Ducati, c'est pareil. Et Ducati, ils le prouvent, ils l'ont prouvé par le passé, ils l'ont prouvé quand ils ont intégré Zarco l'année dernière. Enfin, Pramac, c'est comme Ducati, quoi. Ouais, mais est-ce que tu connais un champion du monde dans MotoGP qui est titré sur une équipe satellite ? Non. Non. Mais tu peux. Enfin, c'est quand même une situation. Enfin, tout dépend des opportunités aussi. Un Martin, si tu lui proposes une satellite Ducati et qu'il est, je sais pas, 3e au championnat du monde au général ou 4e, et que tu viens le chercher avec une KTM ou avec une Aprilia, enfin, faut réfléchir. Oui, d'accord. Quoi. Si tu veux. Oui. Et même après, Martin, effectivement, ça peut être un pilote, pour peu qu'il réussisse à... Voilà, on a embrayé directement sur Martin, mais pour peu qu'il réussisse à gérer aussi les grosses chutes qu'il a pris l'an dernier, c'est un pilote qui peut régulièrement être sur le podium, et donc forcément, si tu es régulièrement sur le podium, tu vas jouer le titre en fin d'année. Et il peut être attractif pour toutes les équipes comme Honda et autres. Donc, les balances, elles vont être compliquées à gérer, quoi, mais... Ouais, ou alors ça va être des contrats en 1+1 pour Miller, Martin et Bastianini, c'est-à-dire que on vous prolonge d'1 an dans l'équipe actuelle et 1 an supplémentaire. Avec option de décalage. Ouais. Mais pas sur 2 ans. Du coup. Ouais. Et que Bagnaia qui est prolongé 2 ans, quoi. Ouais, c'est compliqué, hein. Parce qu'il va falloir faire une place pour Acosta aussi, comme on disait. Donc, va falloir voir où il va aller l'année prochaine. Pour donner mon avis sur Martin, ouais. Donc c'est vraiment un talent pur et la rage de vaincre, c'est ça surtout que je vois en course avec lui, c'est peut-être plus que chez tout autre ou chez Marc Marquez, je le vois aussi. C'est vraiment une rage, c'est dingue de... Pecco, tu vois, c'est plutôt la force tranquille, on a l'impression, un peu comme De Ville était, ou Fabio Quartararo l'a montré aussi cette année. Là, vraiment, on sent que ça vient des tripes, quoi. Et par contre, effectivement, tu l'as dit, il doit faire attention à sa blessure annuelle de mi-saison, qu'il a depuis 3-4 ans, il a toujours un gros crash qui le met out sur 3-4 courses. Mais sinon, il peut... il est candidat à plusieurs victoires cette saison et facilement un top 5 aussi au général, c'est possible pour lui. Quoi.
C'est un pilote moi que j'adorais quand il était en Moto 3 et pareil, j'adore sa façon de rouler comme tu dis Pierre, hein, ça se ressent en plus quand tu le vois piloter, il donne tout mais un peu trop. Et du coup, ça fait déjà 2 saisons qui se plient. Le Moto 3 c'était pareil, le Moto 2 c'était pareil, il s'est plié à chaque fois. À chaque fois on se dit bon il peut être titré, il peut aller chercher, ouais, sauf qu'il se rend la tâche compliquée en se brisant et pas des petits crashs. Et mine de rien, on le voit pour Marquez qui était habitué à se boiter aussi. Bah finalement, il a failli payer le prix fort et ça lui a fallu 2 saisons pour remonter. Donc du coup, j'espère qu'il va pas faire la chute de trop non plus. Mais sinon, forcément, c'est l'avenir de la catégorie, donc c'est appréciable de le voir. Je rejoins ce que tu dis quand même sur le côté effectivement, s'il a une Pramac, si on lui assure quand même un contrat Pramac, qui peut pas avoir la moto rouge. Voilà, il y a quand même le côté. Je suis d'accord avec toi sur les performances de la moto, mais il y a quand même le côté aussi de se dire, j'ai la moto numéro 1, quoi. En fait, la rouge va plus vite. Tu vois ce que je veux dire? Elle est Le plus côté, belle la Pramac en plus. Oui, oui, tout à fait. C'est vrai. Mais tu vois le côté avoir quand même le statut de je mérite mon guidon officiel, je suis dans l'équipe officielle. Voilà, c'est. Après, bon. Ne critique pas mon manque d'ambition, s'il te plaît. Pas du tout, pas du tout. Je rigole. Je comprends je comprends ce que tu veux dire, et je me mets aussi à la place du pilote où t'as forcément envie d'être dans l'équipe numéro 1. Bien sûr. Même matériel, même s'il y a que la couleur du carénage qui change, tu vas avoir envie de bosser avec l'écurie numéro 1. Mais voilà, moi j'attends juste de voir quelle course il va gagner et comment il a évolué cette saison, parce que mine de rien, voilà, il va falloir, ça va être sa 2e saison, il va falloir voir ce que ça donne. Donc non, c'est une bonne surprise et il y a plus qu'à voir maintenant Ouais, la remarque de Stéphane, elle m'a fait un peu mal au cœur quand même, parce que quand il m'a mis bon pilote pour un top 6 en face de Martin, effectivement, moi j'en attends un petit peu plus. Je pense qu'il a un potentiel un petit peu plus élevé. Après, il faut falloir jouer la régularité. Il n'y a pas vraiment de choix, de toute façon. Bon, déjà, c'est un client à la BMW des pole positions, quoi. Ça, c'est sûr. Ah oui, il est très fort sur l'exercice aussi. On va passer à Johan Zarco. Paul, je te laisse commencer. Voilà, une première victoire. Maintenant, c'est tout ce qui manque. Parce que là, il est bon pilote, il l'a montré. Il a du mental, il l'a montré. Voilà. Mais maintenant, il faut gagner. Parce que je pense que c'est ce qui lui débloquera encore quelque chose. Parce je sais pas, moi je ressens en tout cas devant ma télé, on dirait qu'il y a toujours ce step, quoi. Tant qu'il l'aura pas gagné, voilà. Donc est-ce que ça arrivera, est-ce que ça n'arrivera pas? Mais voilà, maintenant il faut gagner. C'est tout. Après, s'il refait le même début de saison que l'an dernier et qu'il a pas son problème d'avant-bras, etc. On a vu ce qu'il faisait quand même l'an dernier avec la moto. La Ducat, elle lui convient, donc j'espère qu'on va le voir devant cette saison. Ouais, j'ai un peu le même constat. Zarco, il tombe dans une génération qui le pousse dehors. La génération d'avant n'a pas été poussée dehors. Je pense au Dovi, aussi aux frères Espargaro, etc. Mais là, il y a vraiment beaucoup de talents qui arrivent chaque année. Et du coup, quand on voit qu'un pilote de son âge, même s'il est bon, hein, ça on est tous d'accord, il mérite sa place, Zarco, en MotoGP, mais qu'il n'arrive pas à passer le dernier step, c'est-à-dire à aller chercher la victoire. Qu'est-ce qu'on fait pour un junior team qui est censé être Pramac? Peut-être que on va se poser la question de est-ce que c'est nécessaire de le garder, quoi. C'est le seul truc que je vois pour lui. Après, il va faire une bonne saison, j'en doute pas. C'est quelqu'un de très régulier, toujours présent. Quelques trous parfois dans la saison, pas forcément en chute, mais vraiment en termes de performance. Et des courses où il est pas là. Il se l'explique pas vraiment lui-même, ou en tout cas, il veut pas se l'expliquer. Il a changé quelques trucs dans sa vie perso et son accompagnement professionnel également cette année. Donc à voir si ça va l'aider. Et puis du coup il doit aller chercher une première victoire et pourquoi pas d'autres ensuite cette saison pour prouver qu'il a le niveau d'être champion du monde, parce que là c'est le seul truc qui lui manque, quoi.
il a pas la chance qu'ont eu d'autres pilotes de pouvoir rouler longtemps. Donc tu parlais de Dovi, mais moi je parlais surtout des frères Espargaro qui eux vont se retrouver un petit peu dans la même situation. C'est-à-dire ils ont basculé vers la génération qui est plus proche de la fin de carrière que du début. Et il y a énormément de jeunes qui arrivent et qui sont énormes, enfin qui sont très rapides. Et Zarco, il aura effectivement plus beaucoup d'opportunités de gagner des courses et de jouer un championnat. Ce qu'il a fait l'an dernier, c'était très très beau. C'est dommage que cette victoire, elle ait pas eu lieu. Moi, c'est un pilote qui, de toute façon, c'est sa 6e saison. Vu ce qu'il a traversé, tout ce qu'il vit maintenant, c'est un peu bête de dire c'est du bonus, mais il est passé à côté de la correctionnelle ultime. Et il a réussi à se raccrocher à ce qu'il avait. Et la saison qu'il fait l'année dernière, elle est très bonne. Faut qu'il refasse un début de saison comme il a fait l'an dernier. Faut qu'il se mette dans les mêmes conditions. Il avait tout ce qu'il fallait, tout était aligné. Il avait le matériel. Il a le même cette année. Il avait un état d'esprit de fou. Et dans le bon sens du terme, dans le sens où il était extrêmement rapide et la compétition qu'il y avait avec Quartararo, elle était super intéressante à suivre et il m'a fait vivre d'excellents moments devant ma télé et j'espère en vivre encore parce que moi c'est un pilote que j'aime beaucoup pour plein de raisons parce que j'aime bien les underdogs comme lui quoi. Après, c'est typiquement français hein, d'aimer les pilotes un petit peu les lucky losers. Mais moi, c'est un pilote que j'aime beaucoup et ouais, faut qu'il en gagne une quoi. On verra bien. Hein. Bah, après, surtout que c'est pas un pilote qui peut amener un budget pour. De toute façon, je sais pas si aujourd'hui encore une équipe sur le plateau, type Avintia avant, etc., qu'il suffit de payer pour rouler quoi. Aujourd'hui, le niveau est très relevé. Et les constructeurs aident beaucoup les teams satellites. Donc, il y a peut-être chez RNF, à la limite, où un pilote payant pourrait rouler. Ouais. Mais les Zarco, de toute façon, c'est pas le genre de pouvoir amener un budget aussi conséquent, je pense. Ouais. Du coup, ouais, ça va être difficile. Il y a que les performances qui peuvent le faire rester dans la catégorie, quoi. Oui, mais il y a des équipes quand même chez Ducati qui sont compétitives et qui seraient ravies de l'accueillir, je pense. Mais enfin déjà faut voir comment il va gérer cette saison 2022 et j'espère que ça va bien se passer. On va passer à Luca Marini, toujours chez Ducati pour sa 2e saison et qui a été 19e en 2021. Pierre, qu'est-ce que t'en dis? Moi, j'étais assez sceptique. Voilà, en tout cas, on va pas revenir sur ses performances l'année dernière qui étaient plutôt si on essaie de garder vraiment une neutralité juste par rapport à ses performances à lui, c'était correct pour un rookie. Mais c'est sûr qu'au regard de ce que faisait Bastianini ou Martin à côté, c'était pas du tout la même chose, c'était insuffisant. Mais voilà, cette année, c'est sa 2e année. Il faut qu'il marque un step-up, c'est-à-dire régulièrement terminer dans les points et peut-être de temps en temps faire des top 10. Par contre, c'est là où c'est la petite remarque. De toute façon, il va pas partir au bout de 2 saisons. Il est dans le team de son frère. Il n'y a pas de raison qu'il soit pas là pour encore quelques années, même s'il n'y a pas trop de résultats quoi à la clé. Alex Marquez bis, tu vois ça toi? Je pense qu'Alex Marquez est plus en danger que Marini aujourd'hui. Oui, c'est sûr. Paul, qu'est-ce que t'en dis? Ça va être les débuts du team, donc voilà, il va falloir que tout se mette en place quand même, qu'ils apprivoisent la moto. Je connais pas trop les techniques, enfin je connais même pas du tout l'équipe technique qu'il y aura dessus, donc faut quand même apprivoiser la moto. C'est pas le plus simple, mais honnêtement, la comparaison va faire très mal. Mais moi, il me fait penser à un Mazepin en Formule 1. Il est là parce que c'est quelqu'un de la famille qui tient les rênes du team, c'est tout. Honnêtement, il aurait été le plateau est tellement resserré que voilà, il y a plus le temps en fait de
de s'adapter ou de faire des mauvaises saisons. Et mine de rien, on a quelqu'un qui est sur une bonne moto. En plus, il a une moto de l'année. Hein. Mm. Et là, il a pas, en fait, pour moi, il a pas le droit à l'erreur cette année. C'est ça. Il a la moto là pour un satellite. Il va avoir la moto la plus performante du plateau, alors que c'est un de ceux qui a fourni le moins de, enfin, c'est même celui qui a fourni le moins de résultats. Donc, ouais, c'est tout là, le paradoxe. Là, entre guillemets, la pression serait sur lui, mais d'un autre côté, quand t'as pas la pression non plus de te dire que ton patron va te virer demain parce que ou la saison d'après parce que pour le coup, le patron en question, il a quand même une sacrée aura. Je sais pas si ça, même si c'est des pilotes de très haut niveau, attention, hein, je sais pas si ça enlève pas un petit peu de hargne en fait, d'aller chercher ce dernier dixième, de faire cette dernière attaque pour attraper le point en fait qui fait que tu végètes pas au même endroit quoi. Je sais pas si c'est clair ce que j'essaie d'expliquer, mais voilà, moi c'est clairement un pilote. J'en attends pas grand chose. Je pense que voilà, il va occuper la grille, mais voilà, j'espère qu'il va performer. Mais c'est pas lui que je vais regarder en priorité, quoi. Tu vas être plus attentif à Bastianini. Totalement. Alors là, par contre, là, l'engin, là, ça va être quelque chose. Là, si Gresini arrive à régler la Ducati, parce que mine de rien, eux, ils passent d'Aprilia à Ducati. Ils ont qu'à prendre les setups de l'an dernier, ça va y aller. Voilà, donc ça, c'est la question que je voulais poser aussi, c'est savoir s'ils pouvaient justement, en tant qu'équipe satellite, je pense que oui, mais j'espère qu'ils ont accès aux réglages de la machine sur les courses précédentes ou aux data des différents pilotes. Mais là, on a un client là avec une moto vieille de 2 ans, avec ce qu'il faisait l'an dernier. Là, j'espère qu'on va le voir sur le podium et venir de temps en temps mettre un peu le chantier devant. Là, ça va être quelque chose. Là. Podium, il a déjà fait, hein, donc. Ouais, mais pour la saison prochaine, qu'on y voit plus régulièrement. Oui. Ouais, parce que je disais qu'aujourd'hui, il va faire bouger les lignes. Ouais. Un team dont on n'attend pas forcément grand-chose à la base, surtout qu'il change de constructeur. Non, c'est sûr, surtout en début de saison, parce qu'il ne faut pas oublier que lui, il a la moto la plus aboutie du plateau de l'année dernière, qui est figée aujourd'hui, mais qui est hyper performante encore aujourd'hui, alors que les motos 2022, les nouvelles Honda, Yamaha ou même Ducati, même si elles sont peut-être sur une meilleure base et qu'en fin de saison, ils vont avoir trouvé les réglages qu'il faut et que ça va marcher de feu de Dieu. En début de saison, c'est lui qui va sans doute avoir la moto qui est parfaitement réglée pour chaque circuit parce qu'elle a déjà roulé l'année dernière et qu'on sait exactement sur quel virage, quel réglage il faut mettre, quoi. Donc, moi, je dis au Qatar, il faut prendre les setups de Zarco l'an dernier, ça avait pas mal marché. C'est ça. En plus, c'est un bon gars, toujours souriant, toujours cool en interview. Moi, je suis content de le voir. Clairement, c'est un top 10 régulier toute la saison. Podium occasionnel, candidat sérieux pour l'année prochaine chez Pramac, voire officiel suivant ce que fait Martin. Et éventuellement, 1 ou 2 victoires dans la saison sur aussi un coup de chance. Après, il n'est pas tout seul. Oui, il peut y avoir des circonstances qui font que, quoi. Voilà, c'est ça. Ouais, Bastianini, ça va être à suivre sur la saison, quoi. C'est ce que disait Steph, hein. Il peut faire des coups des exploits sur 2022. Déjà sur 2021, il a fait des choses plus qu'intéressantes. Il connaît bien la moto. Je pense que sur l'année 2021, justement, il a prouvé une grosse capacité de progression, une capacité à exploiter les packages techniques vraiment optimales. C'est un excellent pilote et qui en plus a l'air d'être très intelligent. Il chute peu et faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire emmener sa moto sur le podium l'année dernière, c'était quand même pas gagné hein. Et c'est pas donné à tout le monde et il l'a réussi et ça prouve que c'est vraiment un pilote intéressant et ça va être chouette de le voir de le suivre, quoi. Ouais, le seul point que je voulais rajouter sur lui, c'est qu'il faut qu'il améliore ses qualifs. Ouais, c'est ça, ouais. Parce qu'il partait souvent loin en course. Et alors, son point fort, c'était qu'il arrivait à dépasser quand même tout le monde. Même s'il doublait le futur champion du monde qui se battait pour le titre, hein, qu'on se souvient de son dépassement sur Quartaro pour le podium. Mais ça passe. Mais ça passait, c'était propre et tout. Donc voilà, là, il n'a pas peur de doubler, il n'a pas cette appréhension.
il sait rouler dans toutes les conditions, mais ouais, faut qu'il se qualifie mieux. Ouais. Avec cette GP21, je pense que ce sera déjà plus facile pour lui. Didier Antonio, Pierre, qu'est-ce que t'en dis? Pour les rookies, que ce soit lui ou Bezeki, j'ai pas particulièrement d'attente. On va les laisser s'installer. Et régulièrement, enfin de temps en temps, marquer des points, parce que le plateau est très resserré. Mais de temps en temps, arriver à marquer des points, peut-être un top 10 dans l'année, ça sera déjà bien. Ouais. Pour les deux, t'as à peu près les mêmes... Ouais, pour les deux, ouais. J'ai pas de... Pas de préférence? J'ai pas de préférence, je les connais peu, même si je les ai vus rouler beaucoup en Moto 2. J'ai pas non plus d'a priori négatif sur eux, comme j'ai pu en avoir sur d'autres pilotes. Donc voilà, bienvenue en MotoGP et montrez de quoi vous êtes capable. On parlera de Fernandez plus tard pour les a priori. Paul, qu'est-ce que t'en dis sur les deux rookies? Moi, pour les deux, moi j'ai hâte de les voir rouler, notamment Bezzecchi, parce que je l'avais dit en débrief de fin de saison, j'avais trouvé sa saison Moto 2 moins bonne, de par ce qu'avait donné Ayo, etc. Donc j'ai hâte de voir à quel niveau il se situe en MotoGP. Di Antonio, pareil. Voilà, ça va être les grosses cotes pour cette année. Ouais. Ouais. Mais voilà, si ça marque des points, c'est très bien. Il faut et puis ça devrait marquer des points quand même. Ouais, et puis on n'est pas à l'abri d'une saison la Bastianini pour un des deux. Hein. Ouais, c'est possible. Bastianini, on l'attendait pas. Au final, il nous a dynamité la saison. Donc espérons que ce soit la même chose. Ouais, dynamité, t'y vas fort. Ouais, il a failli quand même nous faire une belle, il nous aura fait une belle sur la bagarre pour le titre. Moi, ça m'a plu. Et puis de le voir devant, ça fait du bien en fait de voir de nouveaux pilotes devant venir jouer sur le top 10 et puis se bagarrer surtout. Ça fait un peu chien dans un jeu de quilles, mais moi ça me plaît. Moi. Donc, du coup, ça fait un peu changer les noms devant, c'est pas plus mal. Ouais. On va passer au second constructeur italien, Aprilia, avec Maverick Viñales, donc qui a fait 8 saisons et qui était 10e en 2021, donc il a marqué la majeure partie de ses points quand même avec Yamaha. Et je vais commencer par le commentaire de Stéphane parce que il a été assez cash en annonçant qu'il ferait pas grand chose puisque la moto elle est faite pour aller chez Spargaro. Donc j'attends ton avis, Pierre, et aussi si tu veux rebondir sur ce qu'on pense Steph. Ouais, je trouve que Steph est dur. Ouais. Parce que Aleix Espargaro, c'est Vignales aussi. Pour lui, Aleix a surtout dû composer pendant longtemps avec une moto qui n'allait à personne. Honnêtement, rendons à Aleix ce qu'il y a à Aleix. Cette année, la moto a fait un gros step-up. Je pense que à la fois les retours des pilotes successifs ces dernières années, que ce soit Savadori, Dovizioso ou même Vignales qui est arrivé, a permis de faire bouger les lignes. Il y a aussi Massimo Rivola qui est arrivé il y a 3 ans, pardon. Je pense qu'ils ont enfin obtenu quelque chose. Et là, la moto, ça ressemble vraiment à un truc intéressant quand on regarde les essais. Donc, concernant Maverick Viñales, je pense que c'est pour lui la saison de la dernière chance pour prouver qu'il est plus qu'un simple pilote vainqueur en Grand Prix. Hein, comme dirait George Lorenzo. C'est pas encore un champion. Mais pour commencer, avant de penser au titre, il va commencer à devoir battre son coéquipier à la régulière qui, lui, connaît bien son team et sa moto et qui est déjà se montre de temps à autre sur des top 5, ils ont fait un podium l'année dernière, je crois. Voilà, attention toutefois à ne pas être trop devant parce qu'on perd des concessions, on va faire mal. On va avec 4e. Ah bah ouais. Moi, j'attends la confirmation déjà de la bonne évolution de la marque. Viñales maintenant sur une saison complète, on va voir ce que ça donne chez Aprilia. Il a quand même un peu performé avec sur une ou deux courses. Maintenant, il la connaît, donc à voir. Ça peut être le premier à gagner avec 3 constructeurs différents. Ça noté aussi. Attends, elle n'est pas gagnée encore celle-là. Non, mais ça reste un très bon pilote. Donc oui. Ça pourrait être c'est ce que je dis, ça pourrait être le premier. Il faut aller la chercher, mais voilà. Après, c'est tout le mal que je souhaite aux pilotes Aprilia, très honnêtement, parce que ça ferait du bien que cette marque-là en gagne une aussi. Maintenant, la question moi que je me pose aussi, vu que ça va être les débuts d'Aprilia sans la structure Gresini, dans quelle mesure en fait je suppose qu'il y a quand même des techniciens, des membres du staff qui sont partis avec Gresini, et je me demande dans quelle mesure ça va impacter l'équipe, tout simplement.
C'est juste ça. Après, voilà, Vignales, on connaît, hein, c'est quand ça va, et puis quand ça va pas, il est un petit peu dur avec la poignée de gaz, quoi. Donc on va, voilà. T'abuses. J'espère j'espère le revoir devant, très honnêtement, parce que c'est tout sauf un manchot. Donc j'espère le revoir devant, et puis ça mettra l'Aprilia devant aussi. Donc non, moi je dis pas que je suis confiant, j'attends de voir. J'espère juste qu'il sera devant. On embraye directement sur Aleix Espargaro, justement, son coéquipier, donc qui est là pour la 11e saison. Donc il a connu les CRT, limite il a connu les 500. Il était 8e en 2021. Pierre, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, donc, l'année dernière, on l'a vu sur un podium, mais surtout, il était enfin régulier. Ouais. Enfin, la moto le permettait aussi. Et là encore, on verra si sa nouvelle moto est fiable, etc. Mais pour moi, il va pouvoir jouer devant un peu plus souvent. Alors, on dit ça de tout le monde, j'ai l'impression, depuis le début, donc ça fait beaucoup de monde devant. Il y a un podium de 8 places, je crois, la saison. C'est ça. Non, mais déjà, on le verra à Aragon, je crois, c'est son circuit préféré. Ouais. C'est Aragon ou Barcelone? Oui, les deux. Oui, il était bien, Aragon. Ouais, c'est Aragon. C'est sûr qu'on le verra devant. Après, il commence à accuser son âge, donc c'est le seul truc qu'on peut lui reprocher. On va dire qu'il va plafonner aussi à un moment donné. Qu'est-ce que t'as contre les vieux, toi? Mais moi, je suis plus vieux que lui, hein, donc oui, j'ai son âge, je sais pas. Voilà. Paul, qu'est-ce qu'on dit? Moi, je trouve que ce serait une belle récompense s'il arrive à gagner. Donc voilà, il a fait podium. Si la moto performe et tout, qui réitère déjà le podium, ça serait très bien. Mais si en plus il arrive à en gagner une, ce serait une juste récompense. Voilà, la première pour le constructeur, pour ce pilote-là. Voilà, ce serait une belle histoire. Donc voilà, à voir. C'est pour un pilote que j'apprécie plus ou moins qu'un autre. C'est juste pour la marque en fait. Donc non, moi j'attends la confirmation. Et j'ai bon espoir quand même qu'Aprilia en gagne une cette année. Ah, tu crois? Écoute, ils ont bien évolué, ils ont bien monté. Enfin, l'an dernier en tout cas, ils sont arrivés sur le podium. Voilà, maintenant ils ont en plus quand même ils ont Vignales. Voilà, donc non, moi le gros pari de l'année en victoire, ça pourrait être ça pourrait être la première d'Aprilia. Ils sont pas loin. Voilà, il y a plus que 2 marches à gravir. Oh, quand même, ça va être compliqué. Fait de course, la flotte, un Darin Binder qui tente une attaque suicide dans un deuxième virage de la course où ils sont 20 devant. Voilà. C'est vrai qu'il peut en emmener une bonne poignée au bac, lui. Hein. On l'a oublié. Un restart, un nouveau départ d'une course, on a vu que ça pouvait changer les choses aussi. Effectivement. On va passer aux Autrichiens. KTM. Les rois du management. Attends, ça va changer cette année. Hein. Attends. Ils ont dit que ça allait changer et qu'ils se sont rendus compte qu'il fallait un management plus humain. Non mais sérieux, les mecs. Bon, c'est beau. pour ça qu'ils ont viré Leitner et qu'ils ont pris... quelqu'un de Pramac. Guidotti. Ouais. Francesco Guidotti de chez Pramac. Ouais. Bon, apparemment, l'attaché de communication est moyen aussi, parce que laisser communiquer là-dessus, c'est doux. Bon, c'est pas grave. Et les gars, venez, on n'est pas des brutes. KTM déjà pour tout le constructeur. Ouais. Il faut se réveiller parce que l'année sans concession, elle a fait des dégâts. Quand on voit la saison qu'ils avaient faite il y a 2 ans et celle de l'an dernier, c'est le jour et la nuit. Après, forcément, il y a des pilotes que j'apprécie particulièrement chez ce constructeur-là. Donc du coup, je suis pas forcément très objectif. Donc Brad Binder pour le premier, donc du coup c'est sa 3e saison, 6e en 2021. Lui, je l'attends devant en fait. J'attends un retour aux avant-postes. Ça va être la même chose pour Oliveira de toute façon, et un peu plus de régularité pour Binder, parce que mine de rien, il a montré en plus que même en partant loin, il pouvait faire de belles courses, remonter quand même fort. Du coup, voilà, peut-être plus régulier, plus souvent devant, et un peu améliorer ses qualifs. Et puis on devrait avoir une belle mayonnaise, et ça fera encore un pilote devant. Bah ouais. Pierre. Je pense qu'il faut qu'il continue à faire la même chose qu'il a fait cette année, la régularité qu'il a, peut-être se battre plus. C'est là où on le voit moins. La moto, j'espère qu'elle sera meilleure, honnêtement. La KTM l'année dernière, c'était pas possible. J'espère que cette année, elle sera meilleure, mais j'ai vraiment
vu qu'il y a beaucoup de méthodes qui sont améliorées fortement. Et je sais pas si mais une KTM juste un peu meilleure, ça suffira. Un peu comme une AMA, juste un peu meilleure. Donc voilà, Brad Binder, il va faire une saison intéressante. Je pense qu'il sera régulière à défaut de plus, malheureusement. Pas que je doute de son talent, mais plus de la concurrence. Mais par contre, lui, il faut qu'il fasse plus parce qu'il peut pas se contenter encore de rester dans le top 6 seulement sans pouvoir marquer un step supplémentaire, quoi. Ouais, je te rejoins dans le fait que la moto va être la clé plus peut-être dans les autres que dans les autres écuries, parce que effectivement ils avaient fait une belle saison 2020. Après la saison 2020, on sait ce que ça a été en termes de elle a été fortement impactée par le Covid. 2021, ça a été la grosse déception, mais on l'avait dit, la perte des concessions, c'est c'est un virage particulier pour les marques. KTM a pas su le négocier correctement. Je pense qu'ils ont beaucoup appris. Après, j'espère pour eux, parce qu'ils vont pas pouvoir changer d'essence tous les week-ends, quoi. C'est un peu la merde, quoi. Si t'es obligé de changer d'essence pour faire croire à tes pilotes que la moto est mieux, ouais. Après, le changement de management, ça peut apporter aussi énormément de modifications dans le fonctionnement de l'équipe, dans la prise en compte des feedbacks des pilotes. C'est mine de rien, ça peut être une clé aussi pour améliorer les performances. Pas nécessairement de manière intrinsèque, dans le sens où c'est pas ça qui va faire gagner des chevaux à la moto, mais c'est ça qui peut faire en sorte que une meilleure com, ça peut aiguiller le développement vers des solutions plus homogènes à tous les pilotes. C'est-à-dire que si tu prends 4 feedbacks différents et que tu fais pas de synthèse, tu sais pas où tu vas. Alors que justement, si tu changes ta com et que tu fais des feedbacks un petit peu collectifs, on va dire, que tu mets les pilotes entre eux, pas nécessairement à 4, mais au moins à 2 et 2, ça peut quand même radicalement changer la donne, quoi. Après, moi, la clé pour KTM, elle est là. Hein. Parce que clairement, le management à la Schlag, ça a montré ses limites. On l'a vu avec Zarco. De toute façon, c'était improductif pour tout le monde. Et après, j'espère juste qu'Oliveira, ils l'ont pas bloqué dans ce mode-là, quoi. Parce que il était super bien chez Tech 3, il était pas trop mal dans sa première saison en officiel. La saison dernière, ça a été compliqué, quoi. Ouais. Après, tu veux enchaîner sur Oliveira, Pierre ? Ouais, pour Oliveira, saison décevante l'année dernière. Notamment une moto pas au niveau, puis une blessure qui a eu énormément de mal à revenir. Malgré tout, il a quand même signé une victoire. Je pense que sa saison sera réussie s'il arrive à se mettre à niveau de son coéquipier cette saison. Je pense surtout que c'est un de ceux qui va changer d'écurie pour 2023. Vu ce qu'il pousse chez KTM comme talent, et vu sa situation où je pense qu'il n'est pas forcément satisfait et du management et de la moto, il pourrait aller voir ailleurs s'il y a des propositions. Et ça peut ensuite faire un jeu de domino. Voilà. Ouais, bien sûr. Mais moi, oui, j'aime beaucoup ce pilote, donc j'espère qu'il va se montrer régulièrement. Forcément moins que les Français avec les Ducati, parce que voilà. Mais j'espère qu'il va quand même réussir à se montrer cette saison. Paul, qu'est-ce que t'en dis ? Oliveira, moi, c'est un pilote que j'apprécie. Forcément, je rejoins totalement ce que vous avez dit notamment sur la moto, mais moi, je le sens bien aussi partir. Pourquoi pas, s'il fait une bonne saison, pourquoi pas en deuxième pilote au HRC, par exemple. Waouh, carrément, quoi. Ouais, parce que en fait, le problème, c'est qu'il a eu une mauvaise saison, mais je garde en tête ce qu'il avait fait les saisons d'avant. Ah oui. Donc forcément, c'est un pilote qui est bon. La saison dernière, au moins, il aura tout synthétisé: la mauvaise moto, la blessure.
voilà, c'est bon. De toute façon, l'année elle est oubliée. À la limite, j'ai envie de dire, mieux vaut qu'il ait tout connu sur une année. Voilà, c'est une année où on oublie, et que cette année il reparte du bon pied en espérant que la moto lui permette de s'exprimer. Voilà. Maintenant, voilà, moi fait partie des pilotes que j'aimerais bien. Voilà, que j'aimerais bien voir récompensé aussi. Il a déjà gagné pour Tech 3, donc voilà, il y a un attachement aussi pour ce pilote-là. Donc voilà, j'aimerais le voir en regagner une, et qu'il ait une moto pour exprimer ce qu'il sait faire en fait. Ouais. Oliveira, il va avoir 27 ans, hein, donc effectivement, la bascule, c'est maintenant, quoi. Je pense que vous avez bien dit que moi je vous rejoins là-dessus. Il a le même âge que Miller, hein. C'est que ça reste des pilotes qui sont jeunes, mais qui sont jeunes. Quand on voit les jeunes qui arrivent à 27 ans, tu commences à te dire maintenant c'est maintenant ou jamais, quoi. Ça veut dire que maintenant les fenêtres de performance, de très grosses performances en MotoGP, elles sont hyper réduites au niveau de l'âge, quoi. Quand on arrive à dire 27 ans, il va falloir tout de suite faire le bon choix, c'est quand même compliqué, hein. Ouais, mais après, contrairement à Miller, ça fait moins de temps qu'il est là. Ça. Il a le même nombre de victoires. Je crois qu'ils ont 3 victoires chacun en MotoGP. En théorie, sur une moto moins facile pour Oliveira. Il y a un deuxième. Alors avant, on gardait toujours un Australien MotoGP. Et là, il y en a un deuxième qui arrivait. Donc, est-ce que c'est. Voilà, tu vois, tout ça rentre en compte alors qu'on n'a qu'un seul Portugais. Au niveau des sponsors, la Dorna qui est quand même attachée à garder un pilote de chaque nationalité si c'est possible. Donc il y a plein de choses qui peuvent se mettre en place. Voilà. Après, je pense qu'aucun des deux ne partira du MotoGP en 2023. Hein. Je te parle pas de départ franc. Je parle plus de se retrouver en satellite, quoi. Mais encore une fois, moi j'attends de voir ce que va faire Livio Suppo chez Suzuki. Je pense qu'ils vont rebattre les 4 dans le team, peut-être pas virer les 2 pilotes, mais en garder qu'un. Peut-être qu'il va se battre pour avoir un team satellite. On sait que la moto est bonne, donc ça peut aussi redistribuer les chances. On va passer à Tech 3 avec les 2 rookies, donc Rémi Gardner qui a été champion du monde Moto 2 et Raúl Fernandez qui a été 2e en Moto 2, donc pas quasiment. Donc les 2 meilleurs pilotes Moto 2 de l'an dernier sont accueillis dans l'équipe de Born-les-Mimosas, donc forcément il va y avoir des espoirs de résultats, peut-être de retrouver justement la victoire qu'ils avaient connue avec Oliveira. Donc, qui veut commencer sur Rémi Gardner ? Bah écoute, Rémi Gardner chez Tech 3, alors très content déjà pour l'équipe qui va, je pense, rebondir avec une équipe de jeunes pilotes, même si les âges, tout ça, c'est ce qu'on veut, mais bon, Petrucci commençait à être âgé par rapport à ces 2 pilotes-là, même s'ils ne les méritaient pas. Et les Quena donc maintenant partis en Superbike. Rémi Gardner, honnêtement, j'ai hâte de voir ses débuts, tout simplement parce que je pense comment je vais dire ça proprement, en termes de talent pur, je pense qu'en fait c'est plus un très gros travailleur que un pilote. Il est plus travailleur que talentueux. Alors ça fait très moche dit comme ça, mais en gros il a un talent certain, mais on sent que c'est quelqu'un qui a bossé, qui a maturé en Moto 2 pour arriver à décrocher le titre et maintenant en catégorie Rennes, à l'opposé de son coéquipier qui lui c'est vraiment l'étoile filante. Il est arrivé, il s'est montré d'entrée, il a fait une très très grosse saison et boum, il est catapulté en MotoGP. Donc voilà, je me demande comment ça va se passer la première saison d'adaptation pour Rémi Gardner sur une moto qui est pas forcément réputée être simple pour des débutants, ni être mauvaise. Donc voilà, je me demande comment ça va se passer en fait. Pierre, qu'est-ce que t'en dis sur les 2 rookies ? Ouais, je vais faire beaucoup plus court sur les 2 rookies. Pour Rémi Gardner, bon, c'est le prototype du surfeur australien, j'ai mis. Il a vraiment l'air cool. On a tous envie d'être son pote et d'ouvrir des bières avec lui. Avec les dents. Avec les dents et boire ça dans sa chaussure. Et d'aller bricoler sur ses voitures de ouf qu'il a son garage. Voilà, j'espère qu'il va réussir sa saison. Et Raúl Fernandez, bon,
faut être honnête, même si j'ai plus de mal avec la personnalité. Le pilote est exceptionnel et il y a de grandes chances qu'il soit meilleur rookie 2022, selon moi. Alors, moi, j'étais un petit peu comme toi, c'est-à-dire que je pensais que Fernandez était en bonne position. Après, ce qui s'est passé lors des derniers essais, sa grosse chute, et bon, ça pose aussi un énorme problème de surveillance de santé de la part des officiels. Ça, c'est aussi un problème qui serait intéressant de soulever, parce que pour moi, c'est pas normal. Et c'est pas normal qu'on en arrive là, c'est-à-dire que le pilote, on lui dise bah vas-y roule, et que le gars sort, fait 7 tours, il s'en remet une, et puis il dit ouais non, là peut-être pas y retourner. Il y a un gros problème médical de gestion de la santé des pilotes, à mon avis. Fernandez en a fait les frais. Quand tu vois quand même, des pilotes prennent souvent des grosses bourres, hein. On a vu Miller en prendre une sévère il y a quelques années au Mans. Marquez, on les compte plus. J'ai jamais vu un pilote le lendemain d'une grosse bourre venir avec des hématomes comme ça devant la presse. J'ai pas souvenir, hein. J'ai franchement pas souvenir. Le seul, sur la tête, le seul que j'ai vu avec des hématomes aussi prononcés, c'était Pirot après la grosse chute qu'il prend au Mugello, et il était pas sur la moto. Et là, il a pas roulé pendant 6 mois. Exactement. Et là, Fernandez, le mec, il vient le lendemain. Alors, on n'avait pas les images, donc on sait pas exactement quelle bourre il a pris. Mais quand tu viens le lendemain en conférence de presse et que tu as encore les hématomes sur le crâne, je pense qu'il y a un gros problème. Je suis pas médecin, je l'ai pas examiné, j'ai pas vu la chute, hein, donc je me fais peut-être des soucis pour rien. Mais bon, voilà, les blessures, on les voit, quoi. Oui, non, mais quand le lendemain, il roule 7 tours et il rentre en disant j'arrive pas à savoir ce que je fais sur la moto, je me rends pas compte des distances de freinage, etc. Et tu fais qui l'autorise à rouler, quoi. Le clinique mobile, c'est quoi? Tu fais un Shifumi, si tu gagnes, tu roules, c'est ça? Ouais. Bon, bref, pour en revenir à sa saison 2022, je comprends ce que tu veux dire. Tu veux dire que peut-être que ça lui a mis du plomb dans la tête, qu'il va être plus prudent que nécessaire, et qu'il va rouler un peu moins vite, du coup, c'est ça? En fait, je sais pas. Et enfin, pour moi, effectivement, ça allait être le gros. Pour moi, ça allait être le gros duel de fond de grille. Enfin, pas nécessairement de fond de grille, mais ça, tu vois, entre ils vont être entre 10 et 14, et il va y avoir un duel intéressant entre les deux, parce que justement, les points vont être très chers. Les pilotes sont très bons et ils sont dans la même équipe. Donc je pense que, tu vois, j'allais jeter un œil à ça. Mais ce qui s'est passé avec Fernandez, ça me fait peur. C'est-à-dire que il est jeune, il n'a pas nécessairement conscience de ça. Et je pense que là, il a pris en grand ce qui se passait sur une moto, quoi. Enfin, sur une moto de ce calibre. Et après, je pense que quand tu passes 3 jours et que tu fais le jour 2, jour 3 comme ça, enfin, on va voir après comment ça va se passer au Qatar aux essais. Mais c'est compliqué. S'il arrive à reprendre le niveau, parce qu'il était compétitif jusque-là. Donc il était rapide. Sur le shakedown, donc là où il y avait que les rookies et les pilotes d'essai, il était très bien placé. Donc c'était plein de promesses. Mais quand on prend une comme ça, forcément il y a un impact sur la confiance. Ou alors c'est de l'inconscience. Okay. Mais après, il suffit de se rassurer et de comprendre ce qui s'est passé. Après, la remarque de Steph donc sur KTM, donc c'est surtout le fait que KTM a marqué le pas, mais ça on l'a dit, et vraiment pas de réel pilote de premier rang pour lui. Alors, moi, je mettrais Binder quand même. Alors, même s'il n'est pas de premier rang, ça reste quand même un pilote qui, avec une moto pas très compétitive, réussit à faire une très belle 6e place au général. Donc pour moi, il est un petit peu plus qu'un second couteau. Je comprends ce que veut dire Stéphane, dans le sens où c'est vrai qu'il n'y a pas forcément de très grands noms à proprement parler, mais je te rejoins totalement. Ils ont quand même de quoi répondre, donc du coup, ça me choque pas. Voilà, c'est le line-up de KTM me choque pas.
C'est des gars qui ont l'habitude de la moto en plus maintenant, donc voilà, ils ont l'habitude de la moto et de la maison KTM. Ouais. Donc, On va passer au dernier exercice de l'épisode, c'est-à-dire quels sont les favoris, les challengers, les outsiders. Pierre, je te laisse démarrer. Ouais, mes favoris pour la saison 2022, ceux que vous avez dit hier pour la plupart. Donc c'est Francesco Bagnaia, Fabio Quartararo et Marc Marquez dans cet ordre. Après, encore une fois, c'est totalement subjectif. Mais je les vois, vu ce que j'ai vu aux essais, ils ont la moto, ils ont le team et ils ont le talent. Donc ils devraient être au rendez-vous. Pour mes challengers, donc c'est ceux qui vont jouer le titre sans être forcément les favoris. Je vois les deux Pramac, Martin et Zarco, et il fallait en choisir un troisième à défaut d'en mettre plus, donc j'ai mis quand même Brad Binder. Les outsiders, ceux qui peuvent jouer le titre mais ne sont pas forcément du tout attendus, j'ai mis Andrea Dovizioso, Enea Bastianini et Alex Rins. Je m'explique. Explique-toi sur Dovi, parce que tu voulais faire une mise au point. Dovi. Dovi. Déjà, combien de fois vice-champion du monde de MotoGP ? Est-ce que ça compte Bien Lorenzo sûr que te ça dira compte, que non. C'est une médaille en chocolat, quoi. Non, médaille d'argent. Lorenzo dirait que ça compte pas, mais en tout cas, il a beaucoup d'expérience. Il est peut-être un peu trop prudent à mon goût. C'est ce qui le retient d'exploiter cette Yamaha. Mais cette année, voilà, il a la même moto que Quartararo, à défaut d'avoir le même support. Il est expérimenté, il connaît les circuits, il sait rouler, il faut juste qu'il adapte son pilotage. Moi, je le vois en tout cas devant Morbidelli et devant Binder, donc au moins deuxième pilote Yamaha en termes de points. Et puis après, bon, c'est mon amour pour lui qui fait que je le place quand même en outsider. Et pour Alex Rins, l'année dernière, il a montré qu'il était rapide, extrêmement rapide, plus rapide que son coéquipier. Faut juste qu'il se calme un peu sur ce qu'il est capable de faire. C'est-à-dire que quand il peut pas aller chercher la victoire, qu'il se contente d'un podium ou d'un top 5 et pas trop forcé sur la moto. Et il est tout à fait capable, s'il arrive à adopter cette mentalité, d'aller surprendre, en fait, selon moi. Et les gros nulos, je l'ai pas dit comme ça, c'était plutôt ceux qui vont rater leur saison, qui sont un peu plus attendus que ça, et qui vont pas atteindre les attentes qu'on a mis en eux. Donc j'ai mis Jack Miller. Je pense qu'il va être encore décevant, malheureusement. Franco Morbidelli, je le vois plus du tout revenir. Et Paul Espargaro. Ouais. Paul, je te laisse dérouler tes listes. Moi, en favori, moi j'ai mis, et dans l'ordre, Bagnaia, Marquez et Quartararo. Parce que je l'ai dit, Bagnaia, je le vois champion cette année. Marquez, s'il est en pleine forme avec une moto qui marche, ça reste Titi, donc il va être devant, mais je pense que le duo Bagnaia-Ducati va être difficilement battable cette année. Et Quarta, alors ça m'embête de le dire, mais je pense pas qu'il pourrait être devant, pas de par son pilotage, mais je pense parce que en fait il pourra pas tout le temps composer avec une machine qui risque d'avoir des circuits qui ne lui conviennent vraiment pas. Alors que à l'inverse des deux autres machines. En challenger, j'ai mis Martin, Binder et Johan Mir, parce que je pense que Livio Suppo chez Suzuki, Mir ancien champion du monde, même si c'était sur une saison particulière. Voilà. Rins, j'y ai pensé, mais pour être un peu je rejoins ce que dit Pierre, sauf que je pense pas qu'il sera capable de ne pas chuter en fait. Voilà. En outsider, j'ai mis Oliveira, Zarco et Bastianini. Et pour ceux qui vont rater leur saison, Paul Espargaro, parce que je pense qu'il devait jouer le titre l'an dernier et du coup ça a dû lui miner le moral. Luca Marini et Alex Marquez. Ouais, Alex Marquez, je vais les remarques de Stéphane et je crois que Vignales a été déjà cité l'année dernière. Pour Alex Marquez et Vignales, je peux pas mettre qu'ils vont rater leur saison, vu que pour moi, je place pas d'attente sur eux du tout. Donc, après, c'est pas le débat, mais. Ah si, on peut en parler, parce qu'en fait, on peut parler aussi des autres écuries, on les a pas passées, parce que ça fait quand même un petit moment qu'on enregistre déjà, donc mais on peut en parler, on peut faire un petit aparté sur Honda, Yamaha et Suzuki.
Fini. On va finir avec Stéphane. Stéphane. Donc qui lui voit Fabio Marquez et Bagnaia donc favoris pour le titre. Je pense qu'on a tous le même tiercé. Après on verra qui l'aura dans l'ordre. Au niveau des challengers, il voyait donc les deux Pramac, Zarco, Martin et surtout Miller aussi, c'est-à-dire que encore une Ducati. Chez les outsiders, donc Bastianini, Mir et Paul Espargaro, ils pensent que Paul peut se sortir du bourbier. Et par contre, ils voient Morbidelli, Rins et Viñales louper, enfin passer à côté. C'est vrai que Morbidelli, ça va être compliqué. Hein, vous l'avez beaucoup cité. Et effectivement, il va falloir vite marquer des points. Pour revenir rapidement sur les 3 écuries dont on n'a pas parlé ce soir, Honda, ils ont fait un gros step sur la moto. Marquez a l'air de revenir en forme. Je pense que Marquez sera très présent. Paul Espargaro pourra éventuellement faire quelques coups d'éclat. Concernant le team LCR, j'y crois pas du tout. Le line-up, il est vraiment pas là, où ils n'ont pas le support Honda pour exploiter la moto suffisamment correct, quoi. Pour Yamaha, on en a parlé un petit peu. Il n'y a que Fabio Quartararo qui est capable de tenir la baraque cette année. Darren Leader n'a aucune attente. Il est rookie, il vient du Moto3, ça va être très compliqué. Dovi, après avoir fait tant d'années sur une Ducati, c'est pas facile de prendre de nouveaux repères sur une moto totalement différente. Et Morbidelli, je sais pas pourquoi, mais la fin de saison m'a tellement déçu. Et je sais pas s'il sera capable de revenir à son niveau de 2020 un jour. Et Yamaha est décevant dans le sens où ils ont pas su amener une moto suffisamment modifiée au goût de Quartararo. Et pour Suzuki, je trouve que c'est encore une fois l'équipe qui fait le mieux avec Ducati dans le changement, dans la continuité. C'est-à-dire que tous les ans, ils arrivent à apporter des petites choses sur la moto pour rester au niveau, même si c'est souvent pas assez au goût de leur pilote. Et là, elle a encore l'air d'être compétitive en termes de vitesse de pointe. Elle se situe entre Honda et Ducati. Donc ce qui est pas mal. C'est bon, quoi. C'est tout à fait honnête. C'est juste que il faudrait vraiment qu'ils pensent à un team satellite pour pouvoir avoir plus de data en général et régler plus vite les motos et apprendre plus, quoi. Et les 2 pilotes sont rapides. C'est juste que Mir est pas assez devant. Je veux dire, il gagne pas assez de courses et avec Alex Rins, c'est trop souvent par terre. Paul, un petit mot sur les 3 autres pilotes, les 3 autres écuries. Moi, c'est juste Morbidelli où je suis pas forcément d'accord parce que je garde en tête, même si c'était une saison particulière, qu'il a quand même failli le gagner ce championnat-là. Donc du coup, en plus il y a eu une saison particulière et l'an dernier il a été rebasculé en officiel au milieu de la saison, etc. Donc voilà. Pour moi, nouveau vrai départ, ça y est, vraie saison officielle. Donc à voir. Il y a eu l'hiver qui est passé dessus, donc ça on en saura un peu plus au début de la saison. Honda, de toute façon, voilà, Paul Espargaro, pour moi, j'avais déjà pas compris pourquoi il avait signé au HRC. Donc voilà, c'est l'anomalie de la grille. Et chez LCR, c'est dommage, mais oui, Nakagami et Marquez, malheureusement. Voilà, je pense qu'il y a plus trop grand chose à en espérer. Je pensais quand même que Marquez qu'Alex pourrait faire des courses comme il avait fait il y a 2 saisons où on le voyait quand même un peu devant de temps en temps, c'est-à-dire ça y est, peut-être que, et en fait non, et c'est un pilote qui a besoin de temps, on l'avait vu en Moto 2, qui avait besoin de plus de saisons pour être vraiment à l'aise, sauf qu'on peut plus donner plus de saisons, il y a trop de monde maintenant. Donc voilà, et pour Suzuki, ça reste une écurie que j'apprécie beaucoup. Rins chute, mais la moto est bonne. Donc voilà, je pense que ça peut le faire. Je suis partisan aussi de l'équipe satellite. Pour ça que j'avais été surpris que, par exemple, Gresini signe chez Ducati. Je pensais vraiment que là c'était l'année pour intégrer une satellite. Donc voir si l'apport de Livio Suppo change quelque chose. Ouais, on verra. J'espère, hein, parce que oui, effectivement, Suppo ça peut amener une ouverture sur une équipe satellite à plus court terme. Mais c'est ce qui me semblerait le plus opportun pour Suzuki. Après, c'est pas facile de résoudre l'équation économique aussi. Hein. Je pense que c'est un peu là que ça blesse.
Et voilà. Je pense que on a fait un tour assez large de la grille 2022. Donc on va se retrouver maintenant après le Grand Prix du Qatar, c'est-à-dire que ça va courir le 6 mars. Donc comme d'habitude, je pense qu'on va garder les habitudes d'enregistrer le lundi après, de manière à pouvoir être dispo, on va dire le mercredi ou le jeudi qui suivent les Grands Prix. Donc voilà, ça va être la 6e saison de Siki en pôle. Donc moi je suis très... C'est beaucoup trop, faut qu'on arrête. Non, mais c'est ce que je voulais dire. Enfin, quand on a démarré ça avec Stéphane, c'était au mois de mars 2017 maintenant, donc ça fait 5 ans. Je pensais pas qu'on arriverait, tu vois, à agglomérer une équipe de... là maintenant on est 6. Il y a beaucoup de personnes aussi qui sont venues au micro au fil des saisons. Puis on est toujours là, donc ça fait toujours plaisir. On prend toujours plaisir à discuter moto, que ce soit à côté de bière ou pas. C'est toujours cool. Et moi, je prends beaucoup de plaisir à organiser tout ça. Et vraiment, j'espère qu'on va passer une bonne saison tous ensemble. Voilà. Ouais, j'espère qu'on va avoir encore une belle saison dans toutes les catégories. Et ça fait quelques années que je suis là aussi. Et ça fait plaisir, c'est pas toujours facile, la vie étant, de s'organiser suivant les aléas de la vie, etc. Mais on a toujours réussi à se débrouiller pour sortir des épisodes. Voilà, donc on va se retrouver très très vite. Donc il va y avoir plein de back-to-back, donc ça va être un petit peu la course, je pense, dans la saison. Et on va essayer toujours d'être présent. Et puis voilà. Donc Paul, est-ce que tu veux rajouter un petit quelque chose ? Que t'as pas fini de courir, parce qu'avec la saison déjà 21 GP, attends qu'ils en rajoutent un 22e. Ah ouais, non, s'ils en rajoutent un, je pose une RTT. Bon allez, sur ce, on se retrouve pour le Qatar. Allez, salut à tous. Ça marche, à bientôt. Ciao.